Jim a su trouver les petites voix qu'il y a entre les mots pour les faire bouger, pour les faire signifier différemment. Mais lorsque je nous trait d'union, ça me réveille. Je pense qu'il est dans une catégorie à part. Lui, il est parti de la version anglaise-américaine, puis il nous a fait redécouvrir l'essence francophone de qui nous sommes. C'est pour ça que je t'aime. Jim, c'est un genre de savant fou, la langue et de la musique, à part des autres. Et le gagnant est... Jim Corcoran! Je pense que j'ai jamais été plus fier de mon choix et mon coup de foudre dans votre langue, la langue française. Vous êtes ma source d'inspiration, je vous en remercie. C'était le moment où le folk devait naître au Québec. J'ai la tête en gigue. La tête en gigue a été l'album qui a plu à tout le monde. Ce gars-là avait un talent fou, là. C'est comme évident, là. Aujourd'hui, à Musicographie, l'histoire de Jim Corcoran. Le 10 février 1949, dans un quartier ouvrier de Sherbrooke, James Ashley Corcoran voit le jour. Il est le deuxième d'une famille de 6 enfants. Mon père travaillait pour le CPR, Canadian Pacific Railway. La nuit, il travaillait dans des bars à Sherbrooke. Alors, il travaillait sans relâche parce qu'on était 6 et ses revenus n'étaient pas énormes et il était fier. Alors, il voulait qu'il manque rien à la maison. Il voulait qu'on soit bien et heureux, et on l'était. La rigueur qu'on a tous chez nous, ça vient de mon père. Et le côté plus artistique, le côté où on peut s'émerveiller de tout et de rien, ça vient de ma mère. On marchait tout bonnement dans les champs qui existaient autour de la maison. Et ma mère nous obligeait doucement à s'émerveiller devant les fleurs, les petites camomilles sauvages qui poussaient. Nous, bon, c'est là, on ne regarde pas ça, mais non, regarde. Il y a ma mère qui jouait le trombone dans des fanfares quand elle était jeune. Il y avait, avant ça, mes 2 grands-pères jouaient eux aussi des gros instruments à vent dans des fanfares. Et la mère de ma mère jouait le piano pour les films muets. Alors, il y a toujours eu, depuis longtemps, la musique parmi les ancêtres jusqu'à dans la famille chez nous. Ma mère jouait le piano à la maison. Je jouais du piano, genre, je n'étais pas une musicienne professionnelle. Et puis, on jouait toujours des disques. Même quand j'étais tout petit, là, j'avais des disques d'enfants que je jouais. On a appris à aimer tous les genres de musique, mais c'était surtout de la musique américaine, mais on chantait pareil. Il y a toujours eu de la musique dans la maison. Il a toujours aimé ça, chanter. Je pense que j'ai fait mon possible pour qu'il aime la musique. Sans nous éduquer spécifiquement avec les termes justes, quand on chantait en harmonie, sans qu'on nous l'ait dit. Et c'était une initiation qui venait de et mon père et ma mère. Et c'est beaucoup comme contribution à ma vie, parce que jeune, je ne pouvais pas savoir quelle place ça allait prendre. Mais ma mère a toujours été inspirée, mélomane, passionnée par la musique. Elle a un petit album chez elle où il y a des autographes de Frank Sinatra, de Gene Krupa. Je pense que presque tous les joueurs de trombone de son époque, elle a probablement l'autographe à la maison. Jim l'a signé, il a marqué Jim Corcoran, son of Patricia Basil Corcoran. Malgré l'atmosphère de fête qui règne chez les Corcoran, le jeune Jimmy se montre plutôt timide et réservé. Mes tantes, mes oncles, mes cousins et cousines arrivaient à la maison, je me cachais. J'étais sauvage, antisocial, gêné, et je voulais pas avoir à faire du social avec la parenté. Par contre, chanter avec mes frères et mes sœurs, c'était une forme de communication à distance. Des fois, les spectacles avaient lieu dans la maison, mais souvent aussi, il y avait lieu dehors. Puis Jim y installait un grand drap blanc sur la corde à linge. Et puis là, on avait chacun notre rôle à jouer, mais il était vraiment le maître de cérémonie. On se faisait un petit décor, on se faisait une scène, on se faisait un spectacle. Et après quoi, je m'éclipsais. À 13 ans, Jim décide de s'éclipser pour un certain temps. Il s'inscrit lui-même dans un séminaire catholique de Boston, dirigé par les moines salésiens. Mais tout d'un coup, 13 ans, maman, tout est prêt, je m'en vais.
J'ai pleuré. Quand j'ai annoncé mon départ à mes parents, ils ne voulaient pas. Ma mère surtout, elle ne voulait surtout pas que je m'en aille, j'étais trop jeune. Après qu'elle a été couchée, mon mari dit « Fais-toi-en pas, tu vas voir, il va aller là, puis au bout de quelques semaines, il va s'ennuyer, puis il va revenir. » Malheureusement, Jim nous avait entendu dire ça. Il était têtu, lui aussi. Il s'est mis dans sa tête qu'il n'était pas pour revenir, qu'il était pour rester. Et je me souviens, c'était le 11 juillet 1962. J'avais 13 ans et j'ai commencé à étudier le latin, le grec et la trigonométrie en plein été. Je m'endormais souvent nuit après nuit en pleurant, en me disant « Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je vais devenir? Pourquoi je m'impose tout ça? » Il me semble que la vie peut être plus simple. Il me semble que je devrais avouer que j'ai rien à faire ici et rentrer à la maison. Mais je me suis dit, je peux pas accorder raison à papa. Alors la motivation n'était pas plus noble que ça. C'était pour pas que papa ait raison. J'ai toujours remercié les Salésiens de tout mon cœur, ce qu'ils ont fait pour lui, parce qu'il a eu une bonne éducation pendant ce temps-là. Puis on n'aurait pas eu les moyens de faire ça. Éventuellement, avec le temps, j'ai pris goût. Là encore, il y avait toujours la musique. On chantait tous les jours. Plus que j'avançais vers la prêtrise, plus que le chant grégorien était un moment sensuel de ma journée. D'ailleurs, ça a été un peu trouble. Quand je parlais avec mon directeur spirituel, je trouvais que je connaissais des sensations physiques devant le chant grégorien, presque charnel, ce qui n'était pas nécessairement le but de l'exercice. Mais à un moment donné, c'était déjà flagrant à ce moment-là, et dans ce cas-là, que la musique occupait une place essentielle. Il y avait quelques-uns, des moines qui jouaient de la guitare, et on m'a donné une guitare. Puis là, il y avait un Mexicain qui venait de Californie qui s'appelait José Ramos. Il a accordé ma guitare, puis il m'a montré 3 accords. Alors, toutes les chansons que je connaissais, je les chantais avec les 3 accords. C'était le désastre. Après 4 ans passés au séminaire, Jim poursuit ses études en philosophie à l'université de Newton au New Jersey. À 17 ans, l'adolescent endosse des causes sociales et participe à des manifestations pour la paix. Et aussitôt que j'ai quitté, je me trouvais à faire des manifestations contre la guerre au Vietnam. Il y avait des bons amis qui avaient été tués dans la guerre du Vietnam. C'est comme révolté. Ils trouvaient donc que c'était pas correct, cette guerre-là. J'ai pas pardonné encore à l'État américain de m'avoir fait ça. Et quand j'ai manifesté contre cette guerre aux États-Unis avant de revenir, j'ai décidé de revenir à la maison. Je vous entends rêver. Jim est de retour au pays en octobre 1970, alors que le Québec traverse l'une de ses pires crises politiques de son histoire. Octobre 70, quelqu'un qui voulait militer pour quelque chose. J'étais entouré au Québec de cette effervescence, mais motivé par tout ça, ça m'attirait et c'était ma façon de quitter l'Amérique anglophone qui m'avait déçu, qui m'avait trahi, qui m'avait enragé pour plonger dans la sensualité de la chose francophone. À son retour à la maison, après 8 ans d'absence, les choses ont bien changé. 8 ans plus tard, quand je suis revenu, j'étais étonné d'entendre mes sœurs parler en français sans pouvoir vraiment les comprendre comme j'aurais voulu. Et elles avaient chacun des copains, des chums francophones. Elles se sont mariées éventuellement avec des francophones. En fait, on est 6 enfants, puis les 3 garçons ont été à l'école en anglais, les 3 filles à l'école en français. Mais on a appris les 2 langues en même temps. Jeunes, on passait de l'anglais au français. C'est sûr que Jim, étant donné que de 12 à 21 ans, il a été aux États-Unis, ben lui, il a beaucoup plus utilisé la langue anglaise à ce moment-là. Et en 70, au retour, il fallait que je fasse l'effort pour apprendre la langue, entre autres, pour pouvoir mieux comprendre et mieux parler avec mes sœurs qui parlaient toujours anglais, mais elles avaient un avantage sur moi. Elles possédaient cette langue-là. Son désir de maîtriser la langue française est tel que Jim s'inscrit à un double baccalauréat en français et en philosophie à l'université Bishop. Je voulais être prof de philosophie. J'avais absolument pas envisagé la musique comme autre chose qu'une détente privée, personnelle,
et très solitaire. De l'université, il faisait toutes sortes de travaux en français, mais c'est là qu'il a commencé à découvrir les Moustaki, les Claude Léveillé, les Pauline Julien. Nick Lérac, Vigneault, Charles Lebois. Et ça, c'était la culture populaire. C'était pas la culture de l'intelligentsia, c'était la culture que les gens du Québec gobaient. Et moi, je me suis dit, c'est ce que je veux. Il venait de quitter quelque chose qui était tellement précis et très pointu dans sa vie, mais là, il recommençait tout à fait à neuf. Je voyais un parallèle, la volonté d'une génération, pas juste une jeune génération, d'un peuple, à vouloir s'affirmer. Et moi, je pouvais renaître à devenir francophone, sans renier quoi que ce soit. Je suis d'origine anglophone et ça fait partie de mon bagage, mais je pouvais carrément renaître et dans une effervescence qui me ressemblait. C'est là que Jim s'est mis à aimer ça, d'entendre parler français, puis de chanter en français. Et puis avec sa guitare, un petit peu, il s'est mis à jouer juste pour un salon plein de monde. Puis ça a augmenté à mesure comme ça. Lors d'une soirée à l'université, Jim prend une guitare et enchaîne quelques chansons. Puis un type qui dit « Mais je savais pas que tu faisais de la musique. » Puis je dis « Il y a personne qui le sait. Moi, je l'ai fait là parce que bon... » Il dit « Je dirige une petite boîte sur le campus. Veux-tu venir chanter jeudi prochain? » Je dis « Non. J'ai jamais chanté en public. » Mais il dit « Je vais te donner 25$, 25 $. » Quand il étudiait à l'Université Bishop, c'était un peu pour aider à arrondir les fins de mois, à payer pour ses études. Puis il était principalement interprète à ce moment-là. Je me souviens d'un spectacle, c'était uniquement des chansons de Leonard Cohen. J'ai vraiment pris goût de pouvoir payer mes études en chantant, mais c'était la seule motivation, c'était pour payer mes études. J'envisageais pas de faire carrière ou quoi que ce soit. Ça, c'est venu plus tard. Au retour, Jim fait une rencontre déterminante et remporte un prix prestigieux. Après avoir étudié dans un séminaire de Boston, Jim est de retour au Québec en octobre 70. Il donne quelques spectacles à l'université pour payer ses études. Son ami Michel Caius-Aubin l'invite à se produire au café L'Odyssée de Sherbrooke. J'avais connu Jim entre-temps, puis à l'occasion, je le bouquais là, dans des polyvalentes, des petits shows comme ça. C'est pas arrivé souvent, mais à quelques reprises. Puis là, j'avais demandé s'il voulait venir jouer à l'Odyssée. À tous les vendredis soirs, il y avait un spectacle. Le vendredi avant mon tour, c'était Bertrand Gosselin qui était là. À la fin de ma prestation, Jim est venu me voir, il se présente. Tu sais, je m'appelle Jim Corcoran, puis je compose des chansons aussi, tu sais, un peu comme toi, à la guitare classique. Je vais le voir, puis je dis Bertrand, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait. Je suis là vendredi prochain, si tu veux me faire un tour. Il dit, je vais être là. Je suis allé entendre Jim, j'ai beaucoup aimé. Il était tout seul à la guitare classique. Très naturel, très simple. Il jouait bien, c'était précis ce qu'il faisait. Je me souviens qu'il avait joué comme Chartrand, entre autres, qui est une chanson bizarre, particulière. Il était allé jouer de la guitare en haut, là, sur l'autre étage, pour jouer ensemble, puis qu'on trouvait que c'était vraiment un hasard extraordinaire parce que leur doigté de guitare puis leur voix se mêlaient. C'était merveilleux. C'est vraiment très bon. Mais Caius, Michel Aubin, c'est lui qui avait vu quelque chose. Il nous a téléphoné pour dire, mais dans un mois, il y a cette nuit de poésie, voulez-vous peut-être monter des chansons ensemble? Puis là, on a décidé que oui, on faisait ça. Donc, on s'est vus cette semaine-là. On a travaillé 2 ou 3 chansons. Puis on avait présenté ça la nuit de poésie, tu vois. Chacun individuellement, puis quelques chansons ensemble. On est allé chanter. Le public a beaucoup aimé. Par après, on nous invitait. Mais s'ils invitaient Jim, ils disaient, invite donc Bertrand, tu sais. Puis moi, on m'invitait, invite donc Jim. Le duo était né grâce à Michel Aubin et grâce à cette nuit de poésie. Après ça, on a élaborer un peu plus notre répertoire et ça m'a stimulé à écrire davantage en français. Inspiré de ton nom, on est, respire ta présence. Veux-tu le faire sur la guitare? OK. Encore le refrain. 3, 4. Laisse-moi te chanter la mélodie qui me revient en tête, de temps en temps la nuit. Inspiré de ton nom, on est, respire ta présence. Quand il a commencé à faire de la musique comme Jim et Bertrand, bien là, moi, j'avais l'impression que c'était juste
un passe-temps pour lui. Tu sais, j'étais loin de penser qu'il gagnerait sa vie un jour comme ça. On pouvait passer des heures juste à reprendre une partition de guitare dans une chanson pour vraiment l'amener à point, mais c'était pas du travail. Tu voyais qu'il y avait une passion tous les deux. C'était de la rigueur, mais avec plaisir. Il y avait comme une fusion dans ce qu'on faisait. On avait du plaisir. J'aimais la façon dont Jim jouait la guitare. Mais on n'a jamais composé une chanson ensemble. Il y a des choses que chacun a amenées dans la chanson de l'autre. Parfois, au niveau des paroles, tout le temps au niveau musical. C'était toujours le plaisir de savoir ce que Bertrand allait faire, qu'est-ce qu'elle a concocté dans mes chansons, quel solo qu'il allait faire. Jim chantait une de ses chansons et moi, seul la voix, j'avais les paroles et puis zoom, ça partait tout de suite, très spontanément. Ça, c'était le travail du duo et mes chansons ont pris une forme qui ne m'appartenait plus parce qu'il était là. Ouais, on se voit pas tellement souvent, à vrai dire, là. Donc, moi, je demeure à 35 000 de Sherbrooke, puis lui est à Sherbrooke. Puis on se voit peut-être 2-3 semaines par année pour bâtir des choses ensemble et pratiquer. Mais quand même, on s'aime bien à l'occasion comme ça. Là, on s'entend très, très bien. En 1972, le producteur René Letarte et son collègue Gilles Valiquette sont à la recherche d'un nouveau groupe folk. Ils demandent aux propriétaires du Café du Quai de Magog de leur dénicher de nouveaux talents. Bertrand et moi, on a joué au Café du Quai à quelques reprises. Un soir, dans la foule, il y avait René Letarte, qui était un producteur de disques, qui travaillait avec Gilles Valiquette, qui avait travaillé avec les Séguins. Effectivement, c'était un soir de pleine lune. Je suis arrivé au Café du Quai et j'ai vu pour la première fois Jim et Bertrand, les deux guitares classiques et les voix qui s'harmonisaient bien. Puis c'était ça. Leur look était frappant parce qu'il y avait un foncé, puis il y avait un pâle, puis le pâle avait une casquette. C'était un look qui était tout à fait à point pour l'époque, pour pas dire à la mode. C'était toujours comme le gars aux cheveux noirs, le gars aux cheveux blonds. Bertrand avait l'air du rigolo. Jim avait toujours l'air à ce moment-là du plus poète, du plus réservé. Mais c'était une belle complicité, une belle complémentarité, les deux ensemble. Ils connaissaient bien leur guitare, puis c'était les voix. Les deux voix se mariaient, les harmonies vocales. La qualité de l'harmonisation des voix, la qualité des musiques, des textes, tout ça mis ensemble, c'était typiquement nouveau. C'était comme presque la perfection en commençant. Je veux dire, ces gars-là avaient un talent fou, là. C'était comme évident, là. Et c'était exactement dans la racine folk, et puis je considérais qu'on avait là des artistes de qualité. Ça s'est pas passé dans un soir. On les a vus jouer souvent, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Puis on était toujours aussi éblouis par ce qu'ils faisaient. Puis on voulait le partager avec tout le monde. Sans véritable projet de carrière, Jim hésite à signer le contrat de disque proposé par René Letarte et Gilles Valiquette. Là, j'ai su que Bertrand était déçu. Lui, il voulait accepter cette proposition-là. Et puis, bon, des amis autour à Sherbrooke aussi, Caius, Michel Aubin, disaient « Mais Jim, tu devrais faire un disque avec Bertrand, ce serait drôle. » Pour Jim, c'était un pas, faire un 33 tours, faire un premier disque, mais ça allait aboutir à quoi? Il ne savait pas lui-même. Nous autres non plus, on ne savait pas. C'était rigolo. On s'est laissé bercé par la vie, là, puis tout doucement, on s'est retrouvés dans un studio. Jim et Bertrand sortent un album éponyme en 1973. Le premier succès radiophonique est une version électrifiée de la chanson « Comme Chartrand ». Gilles Valiquette est venu faire un solo dans « Comme Chartrand ». Quand ils m'ont invité à jouer de la guitare là-dessus, j'étais bien content parce que si on m'avait demandé d'en choisir une, ça aurait été celle-là. J'avais fait une surprise à Jim et Bertrand qui, eux autres, n'étaient pas du tout électriques à cette époque-là. C'est qu'il avait joué la guitare électrique, une guitare très affirmée, là. Et puis, ça détonnait un peu, mais en même temps, c'était audacieux. Ça contrastait vraiment fort avec nos deux petites guitares classiques, tu sais. Il n'y avait rien de très songé là-dedans. Il n'y avait pas de stratégie comme telle. On tentait pas de réinventer la roue. C'était juste un naturel. Probablement que le succès de Comme Chartrand, on le doit beaucoup à Gilles. Et puis, ça a tourné beaucoup. Et puis la première fois qu'on l'avait entendu à la radio, on s'appelait. On se téléphonait entre nous autres. Mets ton radio une telle poste, mets ton radio une telle poste. Et on était excités comme tout. Il a une gueule comme
comme Chartrand. Ça fait plaisir de te voir. Dans la foulée du succès de Comme Chartrand, le duo offrira un deuxième album, Île d'entrée, en 1975. Le deuxième album a marché plus que le premier encore, mais évidemment, c'est le troisième album qui a marché le plus, La tête en gigue. J'ai la tête en gigue et le cœur en septembre. Me voilà enfin au large. Je me souviens à cette époque-là, la deuxième tournée qu'on a fait en Europe, on a fait 63 spectacles en 60 jours. On les avait joués tellement avant d'entrer en studio qu'en studio, on a tout fait dans quelques jours. Et là, il y a eu une éclosion soudain. C'était une sorte de consécration, si on veut, de ce qu'on avait à faire. Ils étaient vraiment partis pour quelque chose de grand. Moi, j'ai toujours considéré que c'est souvent au troisième album qu'on sépare les artistes, là. Ça passe ou ça casse, comme on dit. Alors, eux avaient passé la rampe admirablement bien. J'ai la tête en gigue et le cœur en septembre. Me voilà enfin au large. La tête en gigue a été comme l'album qui a plu à tout le monde. C'était le moment où le folk devait naître au Québec. Bye bye soleil, à demain matin. J'organise un pique-nique party. J'ai invité tous les amis, leur disant que tu y serais aussi. Alors que le duo entreprend une tournée européenne, leur micro-sillon se retrouve en lice pour le meilleur album folk à Montreux, en Suisse. Puis là, ils ont eu 400 albums. C'était des disques qui leur étaient présentés. C'était un concours d'albums. Il y avait Joni Mitchell, Simon & Garfunkel, James Taylor et tout dans la même catégorie. Fait qu'on s'est dit, on est honoré d'être dans cette catégorie-là, mais on continue notre boulot à Zurich, ou je sais pas où est-ce qu'on était. Notre album s'est mérité le premier prix à Montreux, en Suisse. Ben là, ça a été la consécration. Là. On s'y attendait pas. On était en tournée, on n'était même pas à Montreux pour le recevoir. Quand on est revenu au Québec, ma foi, on était important là, ça n'avait plus d'allure, tu sais. Écoute bien, là, les petits Québécois qui sont reconnus en Suisse, gagnaient un premier prix, alors ça faisait la une des journaux ici. C'est là que ça a décollé, ça a explosé. À l'époque, on avait eu un disque d'or. Plus de 30 ans après sa sortie, l'album La tête en gigue est toujours considéré comme un classique de la chanson québécoise. Au retour, le duo phare de la musique folk se sépare. On sentait qu'il fallait interrompre, qu'il fallait arrêter. Bye bye nuage, welcome soleil. Après avoir connu la consécration grâce à leur album La tête en gigue, Jim et Bertrand remportent un prix prestigieux à Montreux, en Suisse. Mais après la sortie de leur quatrième album, À l'abri de la tempête, les deux musiciens ressentent un certain essoufflement. On était déjà rendus à se dire, ou au moins à sentir qu'il y a eu un certain épuisement et ce qu'on avait à faire était fait. Alors, on s'est tout simplement dit, regarde, on se prend une année sabbatique. T'sais. On le mérite, là. Ça fait 10 ans qu'on travaille. On sentait qu'il fallait interrompre, qu'il fallait arrêter et tout. Ça n'a surtout pas été fait dans la douleur ou dans la chicane ou dans les malentendus ou quoi que ce soit. Pas du tout. Quand on se l'est dit, je pense qu'on croyait qu'on allait se retrouver au bout d'1 an. Mais je veux dire, de quoi, en 1 an, il s'en passe des choses. On s'était jamais dit que c'était fini pour toujours, mais ça fait déjà 30 ans. Après la vague disco et en pleine grisaille post-référendaire, Jim Corcoran entreprend une carrière solo avec un album folk, Têtu. Encore une fois, j'étais seul avec ma bière. J'espère qu'ils vendent de la bière au ciel. C'était évidemment difficile de partir en solo, surtout au début des années 80, parce que c'était après le référendum, c'était la descente aux enfers de tout ce qui était francophone et québécois. Donc j'ai commencé à faire la promo de son album qui s'appelait Têtu. C'est là que je l'ai connu. Le titre était bien choisi parce que aussi dans Jim, il y a cet homme têtu, je pourrais dire, sans le côté très péjoratif de l'affaire, c'est-à-dire qui tient à sa vision. Je me suis entêté à le faire parce que
c'était une période de transition. La guitare acoustique, c'était mon instrument, ça demeure mon instrument. Et j'allais pas me faire dicter quoi que ce soit par un courant populaire qui va m'obliger à abandonner mon instrument. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui l'entouraient, qui l'ont encouragé dans cette veine-là. Parce que si tu perds ta crédibilité artistique, c'est comme ta virginité, ça reviendra plus. Porté par la chanson de la bière au ciel, l'album connaît un franc succès. Mais au Gala de la Disque 81, Jim est en nomination dans une catégorie qui ne lui convient pas. Les finalistes dans la catégorie folklore et traditionnel. Et j'ai supplié mon gérant de m'enlever de cette catégorie-là parce que c'était pas du folklore, c'était du folk, c'était de la création, c'était des chansons. J'ai même refusé d'aller au Gala de la Disque. Je me souviens, je repassais ma chemise dans mon appartement, puis Fabienne Thibault était là. Le gagnant est... Jim Cochran pour le micro-sillon têtu. Puis mon gérant à l'époque, Alain Paré, arrive. Oh non, Jim, merci. Dis-les pourquoi. Mais il l'a pas dit. Malgré le succès de son premier album solo, Jim veut briser son image de chanteur folk en explorant de nouvelles avenues musicales. Lors d'une soirée de fête chez l'artiste de l'heure, Diane Tell, Jim fait une rencontre importante. Il y avait toutes des magnifiques guitares sur son lit. J'ai ramassé une guitare, j'ai commencé à jouer. Et Carl Marsh est rentré. I think the fact that he was so lucid when I spoke with him was one thing that appealed to me. Then I realized he was talented, very talented. Puis là, ça sonnait une cloche. Je dis, c'est le réalisateur de Diane Tell. Il ne sait pas qui je suis. Aucune idée qui je suis. Il me pose des questions devant... Je dis, peut-être c'est exactement avec quelqu'un comme lui que je peux, à un moment donné, ouvrir des volets, expérimenter sans le bagage de mon passé. Jim being the interesting person that he was, I said, you know, don't know what's going to come of this, but seems like a good guy, solid individual, talented. All the signposts are there and look pretty good. I'll take it. I'll try it. J'ai vendu des guitares, j'ai vendu une collection de disques, etc. pour pouvoir me payer des sessions de studio à Memphis parce que je sentais l'urgence. Il fallait que je pose ce geste-là, même si c'était excessif. Il fallait que je le fasse, sinon je n'avancerais pas. I wanted to take him beyond folk music, and I know that he wanted to go beyond folk music because I was all about pop music at the time. Et ça a été extraordinaire comme premier geste d'un disque de cette envergure-là. Et c'était le début, strictement parlant, le début de ma carrière solo. Issu de cette collaboration, l'album Plaisir est lancé en 1983. Invité à représenter le Québec au Festival de la chanson de Spa, Jim remporte le prix de la meilleure chanson avec J'ai fait mon chemin seul. J'ai fait mon chemin seul. Je suis très fier d'avoir composé cette chanson-là parce qu'elle est très autobiographique et avec le temps, elle est de plus en plus vraie. Quand je dis je dégriffe mes peurs par un sens d'humour. Dégriffer par un sens d'humour. Je fais mon chemin seul. Des fois, faire rire le monde, ça fait tomber la poussière, ça rend tout le monde un petit peu plus à l'aise. Très jeune, j'étais très sérieux. J'avais pas un sens d'humour et je ne respectais pas les gens qui riaient. Mais je me suis dit, est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on peut apprendre à rire? C'est une des personnes qui m'a fait le plus rire au monde. I've never known anyone in my life that can surpass his joke-telling abilities. Il peut nous garder pendant plusieurs heures avec des jokes. Aller manger avec lui, c'est commencer le dîner avec certainement 2, 3, 4 histoires. Il a un très beau sens d'humour. On a ri ensemble, on s'est éclatés, on avait du plaisir. Les gens, ils pensent que nous autres, nos réunions de famille sont autour de Jim avec sa guitare, mais non, sont autour de Jim avec ses farces. Pendant des années, il me téléphonait juste pour me raconter des histoires, des jokes. Et c'était pas « Bonjour, comment ça va? » « Allô? Est-ce que tu sais l'histoire du gars? » Il va me laisser des jokes sur mon répondeur n'importe quand. Si je sais que je suis parti du pays, je suis parti de chez moi, il peut laisser ça pendant la nuit. S'il est debout chez lui, il me laisse une joke à 3 heures du matin. C'est raconté avec tellement de virtuosité. En fait, ce qui m'a toujours étonné, c'est la mémoire phénoménale qu'il a de tout retenir ces jokes-là.
ma mère me voyait. Elle pense que je gagne ma vie comme un artiste. Well, Mom, sorry about this, but this is how I spend most of my time. Avec son troisième album solo, Miss Calabash, Jim collabore à nouveau avec le réalisateur Carl Marsh. Pour tourner son tout premier vidéoclip, Jim fait appel à un jeune cinéaste prometteur, François Girard. T'es parti bien avant ton départ. On s'est perdu dans la même pièce, perdu dans le même décor. J.D. Duval, la chanson En chair et en os. J'avais le texte, mais il manquait quelque chose. Alors, J.D. Duval, pourquoi pas? En 1986, la chaîne de radio Chaume FM et Musique Plus propose à Jim d'interviewer la chanteuse Joni Mitchell. Remarqué pour son aisance à mener l'entrevue, Jim se fait offrir l'animation d'une émission de radio à CBC, dans laquelle il traite de la chanson francophone. Depuis une vingtaine d'années, il a vraiment fait ça avec une rigueur et une passion réelle qui est bien transmise à son auditoire. Ça respecte quelque chose, sa personnalité, c'est-à-dire sa francophilie. Dorénavant, je ne me refuserai plus jamais, jamais. Un des moments forts du gala de la Disque 87 revient à Jim Corcoran. Le chanteur en impressionne plusieurs lors d'un numéro avec Louise Le Cavalier de La 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 Human Steps. Et je voyais tout le monde un peu abasourdi, comme quoi, Jim Corcoran? Jim de Jimmy Martin? Quoi? Hein? Quand je l'ai vu, à un moment donné, danser à la télé, là, les bras m'ont tombé. J'ai dit, là, chapeau, faut le faire. Parce que Jim, c'est loin du Jim que j'ai connu à l'époque, ça. Jamais on n'aurait pensé qu'une gueule comme celle-là se mettrait à faire des sparages sur scène. Il a besoin de chair de poule, tu sais. Il était rendu là, puis il l'a vécu à fond. Maintenant, il s'assume dans les choses qu'il fait peut-être pas naturellement. Puis là, ça devient intéressant parce que là, on est en face d'un artiste qui apprend puis qui partage avec nous en s'en allant. Besoin de chair de poule, du chair de poule. Au retour, Jim renoue avec ses origines irlandaises en jouant dans un opéra. Irlandais, tu n'es pas devenu. Jim Corcoran réussit à briser son image folk grâce à l'originalité de ses albums solo. Au gala de la Disque 87, il étonne encore en participant à un numéro de danse contemporaine. En 1990, pour son nouvel opéra qu'il compose avec Michel Tremblay, André Gagnon cherche un interprète anglophone pour camper le rôle du père d'Émile Nelligan. Je fais une audition pour la première fois de ma vie. Puis là, déjà, je suis là, non, qu'est-ce que je fais là? Il paniquait devant ça. Je me souviens, il faisait les 100 pas dans la salle de musique. Il se demandait vraiment pourquoi j'insistais tellement. Après avoir chanté, c'est le silence total. Personne ne dit rien. Alors, bon, c'est le fun. Là. Il était sûr qu'on n'avait pas vraiment aimé ça. Il était sûr surtout qu'il ne pouvait pas le faire. Il n'avait pas confiance en ce qu'il pouvait faire. J'ai beau dire que je veux prendre des risques, mais je suis très prudent. C'était un risque et je remercie André de devoir insister parce que ça m'a fait du bien. Toujours voulu avoir des cheveux. Mr. Nelligan. Je pense qu'au fond de son subconscient, il y avait aussi une certaine peur de révéler des choses de ses propres décisions. Il aurait presque à raconter, à jouer quelque chose avec lequel il y avait une certaine ressemblance, même si c'était probablement très différent. Le rapport de David Nelligan avec son fils, il y a quelques parallèles. Mon père n'a jamais été bien content du fait que je chante qu'en français. Et il y avait quelques similitudes dans le rapport de David Nelligan avec Émile Nelligan. Nelligan qui est devenu Nelligan.
Et ça, c'était déjà inadmissible. Mon père, Corcoran, qui est devenu Corcoran, il trouvait ça toujours difficile. Jim n'a jamais renié ses ancêtres ou ses origines irlandaises, mais je pense que Jim, en jouant le père de Nelligan, comprenait ce que ce père-là vivait. Et le travail m'a mené toujours au loin, je ne t'ai pas vu grandir. Et l'Irlandais, tu n'es pas devenu. Dans les coulisses de cette production, Jim rencontre la conceptrice de costumes Meredith Caron, avec qui il entreprend une relation amoureuse. Je suis arrivé doucement à découvrir l'amour après quelques échecs, quelques essais, quelques aventures, dans le sens où je me suis aventuré à savoir si c'était une possibilité. Publiquement, je suis secret. Oui, sa vie est secrète et privée, mais ça paraît qu'il est heureux. Je le sais qu'il est heureux. J'aime. Il y a quelqu'un dans ma vie que j'aime beaucoup, depuis quand même assez longtemps, simplement, sans trop de détails. En 1990, peu de temps après l'opéra Nelligan, Jim lance un 4e album, simplement intitulé Corcoran. Après Têtu, lorsque Miss Calabash est arrivée, lorsque Corcoran est arrivé, l'album éponyme, on voit très bien qu'il était en phase avec la pop de qualité de l'époque. Ce n'était plus du folk. That's when he really expanded his fan base, and that was really what we had been looking for during the time that we did Fais-moi plaisir and Miss Calabash. It was the unfolding, the movement towards leaving the folk world and getting into the mainstream, into pop. And that's when we finally got there. Il y avait plus de gens qui étaient prédisposés à prêter l'oreille. Et c'est ce qui a permis à ce disque-là de connaître un succès et qui m'a permis de faire le tour de la province avec un camion de 400 tonnes, avec l'équipement, avec l'éclairage. Ça a été féerique et très agréable. C'est pour ça que je t'aime, c'est pour ça que je t'aime, que je t'aime. La popularité de Jim Corcoran ne dément pas. En 1990, il est en nomination pour le Félix du meilleur auteur-compositeur. Et le gagnant est Jim Corcoran. Je pense que j'ai jamais été plus fier de mon choix et mon coup de foudre devant vous, les Québécois, devant votre langue, la langue française. Vous êtes ma source d'inspiration. Je vous en remercie. Après la sortie de Zola à vélo en 1994, Jim propose une réinterprétation de ses chansons les plus marquantes avec l'album Portrait. En 1997, Alain Simard propose à Jim Corcoran de faire le spectacle de clôture des Francophonies, avec rien de moins que l'Orchestre symphonique de Montréal. I had worked with orchestras on numerous occasions before, so that wasn't a problem for me. So I was looking forward very much to it. Puis on m'avait dit, Jim, il va y avoir 6-7 000 personnes, ça va être extraordinaire. We were very surprised to find out that about 50,000 people showed up for the show. Pour moi, c'était trop. C'était vraiment trop. J'avais de la misère à faire mes pas sans tomber parce que c'était excessif. And I looked down to him and I said something like molto calma, molto calma. In other words, don't start it out too fast because the orchestra won't be able to play it. Au tournant du millénaire, après un silence de 4 ans, Jim fait un retour réussi avec l'album Entre tout et moi. Peu de temps après la sortie de son disque, Jim est invité par l'artiste français M à faire la première partie de son spectacle à l'Olympia de Paris. Mathieu Chédid, je l'ai rencontré avant qu'il devienne la grande vedette récipiendaire de victoire. Et on s'est liés d'amitié. J'ai traduit certaines de ses chansons en anglais. Il était étonné. Et puis, il m'a invité en France pour faire une tournée. On a fait 16 spectacles ensemble. Ça a été extraordinaire.
dans mes artères coule la Seine. Je dis âme. Voilà une dizaine d'années, je reçois un appel de Benoît Jutras par l'entremise du Cirque du Soleil. Le spectacle Quidam était déjà en tournée. La musique était faite, il voulait des textes. Et il y avait un numéro dans le spectacle de Quidam qui m'avait beaucoup inspiré. Et j'ai fait le texte Let Me Fall. Ça a été repris par Josh Groban, qu'on connaît beaucoup maintenant. Il me parlait de ça comme si c'était un cadeau de Noël. Ma toune, Josh Groban, il l'interprète, il en a vendu tant de copies et tout ça. C'est extraordinaire, hein? C'est peut-être la chanson de mon répertoire qui a eu la plus grande diffusion internationale. Ça a été énorme. Il travaille en français toute sa vie. Il écrit quelques chansons anglaises et pof, il se passe ça. C'est formidable. Je pense qu'il le mérite beaucoup et je pense que ces choses-là vont arriver encore de plus en plus à Jim dans les prochaines années. Le talent d'écriture de Jim Corcoran est prisé par de nombreux artistes. Marie-Hélène Thibert, Chris de Burgh, Michael, Paul Carniello, Nathalie Simard et Alexandre Béliard interprètent ses textes. Il y a tout le temps quelqu'un pour lui demander de faire quelque chose maintenant. Puis ça, je le sais que ça le rend joyeux. Qu'est-ce qui fait qu'on fait appel à Jim? C'est qu'il y a extrêmement de talent. Il y a beaucoup de talent, il fait les choses bien et c'est facile. En 2005, Jim propose son 8e album, Page blanche, enregistré au studio du guitariste Pierre Côté. Donne-moi le doute, la douleur, le malaise, le chaos, le trouble. Donne-moi le doute, le stress, le soupçon, le frisson, le vertige. Moi, je crois que les 2 derniers albums de Jim sont les meilleurs parce qu'il a acquis une maîtrise des mots qui est hors du commun. Et en même temps, il a travaillé avec des musiciens, notamment Pierre Côté, excellent guitariste. À chaque fois que j'arrivais à la maison avec un nouveau disque, mon père venait voir et il dit « Are you singing in English on this record? » Il dit « Non, non, papa, c'est tout en français. » Il lui disait souvent, tu devrais chanter en anglais. Tu pourrais faire plus de disques. Mon père a dit, oui, t'as gagné des Félix, c'est bien beau, mais tu gagneras jamais un Juno si tu chantes pas en anglais. Je dis, je gagnerai pas de Juno, papa, c'est pas plus grave que ça. Peu après le décès de son père, Jim est en nomination pour la première fois aux Junos. Francophone Album of the Year goes to Pages Blanches, Jim Corcoran. This would have been a sweet moment for my dad. He spent the last 30 years of his life trying to convince me to sing in English. And I told him I was having just too much fun doing it in French. So this one's for you, Dad. Il était fier. Il a pris la peine de me téléphoner de l'endroit où le Juno était donné. Mais mon père était décédé depuis quelques mois. Je me suis dit, bon, tu sais, papa, t'avais pas raison, mais en même temps, voilà, j'ai mon Juno. En 2007, Jim Corcoran renoue avec le Cirque du Soleil. Après sa participation au spectacle Quidam et K, Jim est de nouveau sollicité pour le spectacle Windtalk, présenté à New York. C'est la première fois que le cirque demande à un auteur de collaborer vraiment pour tout le texte d'un spectacle. C'est un gros travail parce que c'est comme d'écrire un album extraordinaire en très peu de temps. Mais c'est loin d'être facile, c'est loin d'être évident. Et c'était beau, c'était bon et ça fonctionnait très bien. Je suis reconnaissant devant les propositions qui ont ponctué ma carrière. Je ne m'attendais pas à être utile pour le Cirque du Soleil, mais déjà, voilà plusieurs collaborations qui me permettent de rencontrer des professionnels de calibre extraordinaire. Depuis ses premiers succès avec Jim et Bertrand, et après plus de 35 ans de carrière, Jim Corcoran reste l'un des artistes les plus appréciés de la scène musicale québécoise. Il a été surprenant tout le temps. Il a écrit des tunes. C'était surprenant que Ginette Renaud apprenne une de ses tunes, que Josh chante l'affaire, qui se retrouve au Cirque du Soleil. On peut le retrouver, il a dansé à la radio. On peut le retrouver n'importe où.
Puis c'est énorme de pouvoir être aussi hurlu-burlu que moi. Tu es encore là à faire des disques et avoir une vie active. Aujourd'hui, en 2007, 2008, 2009, j'ai pas dit mon dernier mot. Le prochain disque, j'ai aucune idée où est-ce que je vais aller, mais je vais aller ailleurs. Je me tutoie depuis déjà longtemps. Je me serre, je me sors, je me perche, je me borde et je m'endors. Fatigué de moi, je rêve à toi. Je te majuscule, je te pointe d'exclame, je te vous vois. Mais lorsque je nous traite d'union, ça me réveille. Or, je me minuscule, je me rendors. Point.